Chères Dijonnaises, chers Dijonnais, bienvenue à notre meeting en ligne. Alors pourquoi ce choix d'un meeting en ligne ce soir en lieu et place du meeting que nous avions prévu au Palais des Congrès? Tout simplement pour vous éviter des risques inutiles en réunissant 600 à 700 personnes dans une salle confinée. Nous avons choisi cette solution raisonnable de s'adresser à vous par Internet pour éviter tout risque de contagion. Merci d'être néanmoins présent à ce rendez-vous. Je voudrais d'ailleurs à cette occasion dire combien nous sommes attentifs à l'évolution de la situation par rapport à l'épidémie du coronavirus et à ses conséquences sur la population, sur les entreprises et sur l'économie locale. Je crois que c'est un sujet majeur des semaines et peut-être des mois à venir. Je voudrais aussi dire un mot tout spécialement au personnel médical qui est en première ligne dans cette lutte contre l'épidémie, le personnel du CHU et aussi celui des médecins généralistes dont nous avons besoin dans une ville comme Dijon et auxquels il faut être particulièrement attentif aussi compte tenu des perspectives démographiques. Je voudrais maintenant en venir à la première phase de notre meeting, qui est la présentation du bilan du maire sortant. Alors ce bilan, disons-le clairement, il n'est pas tout rose. Mais nous devons le regarder avec lucidité, le prendre tel qu'il est. Pourquoi? Pour pouvoir tourner la page et aller plus loin. Je vous invite à regarder le bilan du maire sortant. 19 ans, ça suffit. Arrêtons-nous quelques instants sur le vrai bilan du maire sortant. Tout d'abord, des mensonges et des promesses non tenues. En mars 2014, je maintiendrai le ticket Divia à 1,20 €. Il est aujourd'hui à 1,40 €. En octobre 2017, la surveillance du stationnement payant restera assurée par les agents municipaux. En décembre 2017, la compétence a été déléguée aux agents Divia avec l'objectif de faire du chiffre. Le 25 novembre 2019, le maire sortant déclare suppression de la tranche 2 de l'écoquartier Jardin des Maraîchers, 520 logements. 19 décembre 2019, vote de la tranche 2 par sa majorité en conseil de métropole. Encore, la cité de la gastronomie ne coûtera pas 1 € aux Dijonnais. Les subventions et aménagements annexes se montent à 35 millions d'euros. Le 28 mars 2014, on peut lire dans le bien public « Mon souhait le plus cher, c'est mon mandat de maire ». 3 jours plus tard, il a abandonné les Dijonnais pour un poste de ministre. Encore le 28 mars 2014, dans le bien public, ce sera mon dernier mandat, c'est une fonction usante. Le 18 janvier 2020, je suis candidat à la mairie de Dijon. Au-delà de ça, c'est une véritable opacité et une dérive personnelle du pouvoir. Le refus de communiquer, le contrat On-Dijon qui porte sur 105 millions d'euros, contrat signé avec Eiffage pour la cité de la gastronomie, les contrats d'emprunt toxiques avec Dexia, les documents relatifs à la vente du crédit municipal, les contrats de l'eau et de l'assainissement. Le renouvellement précipité, 1 an et demi avant son terme du contrat de l'eau avec le même délégataire depuis 30 ans. Le renouvellement du marché des transports publics en 2010 et 2016 en l'absence d'offres concurrentes. Et la cession de la Société d'aménagement de l'agglomération dijonnaise, la CEMAD, à son ancien directeur de cabinet. Et encore, en tant qu'administrateur de la banque Dexia, il a perçu 20 000 € annuels d'indemnité. À noter que c'est auprès de Dexia que les emprunts toxiques ont été souscrits par la ville de Dijon. Intéressons-nous maintenant à quelques chiffres clés du mandat du maire sortant. Concernant l'environnement, 850, c'est le nombre de logements en construction pour la seule cité de la gastronomie et du vin. Plus 10 000, c'est le nombre de logements à construire dans Dijon, programmé par le maire de Dijon pour les 10 ans à venir. 8, c'est le nombre d'arbres plantés au centre-ville en 19 ans. Moins 50%, c'est le nombre de pistes cyclables qui n'ont pas pu être réalisées bien que prévues au schéma directeur. Concernant le pouvoir d'achat, 80 000 PV ont été délivrés en 2019, contre 25 000 en 2017. Plus 86%, c'est l'augmentation du prix de l'eau entre 2001 et 2016. Plus 40%, c'est l'augmentation des tarifs Divia depuis 2010. Et plus 66%, c'est l'augmentation de la taxe foncière à Dijon entre 2001 et 2019.
Concernant la gestion, la dette des Dijonnais s'élève à 2 400 €, cumulé Dijon plus métropole. C'était 1 000 € en 2001. 50 millions d'euros, c'est le coût de la pénalité de sortie des emprunts toxiques en 2016. Concernant l'emploi, moins 4 726 emplois sur la zone de Dijon entre 2011 et 2016. C'est un dossier de l'INSEE de 2019 qui le dit. Concernant enfin la sécurité, 40%, c'est l'augmentation du nombre des violences physiques entre 2012 et aujourd'hui. Mais en face de cela, moins 30%, c'est la baisse des effectifs de police municipale entre 2012 et 2016. Alors, 19 ans, ça suffit vraiment. Alors vous venez de constater par vous-même que le bilan n'est pas aussi reluisant que la propagande municipale veut bien nous le raconter. Derrière la vitrine des grands projets, il y a également beaucoup de dossiers en souffrance. Je pense au Palais des Congrès, qui est dans un état très vétuste. Il ne suffit pas de dire que ça pue, il faut s'en occuper. Je pense aux écoles préfabriquées, qui sont là depuis 2001, qui étaient déjà vétustes il y a 20 ans, et qui aujourd'hui sont à bout de course. Je pense à nos rues et à nos trottoirs, qui sont dans un état lamentable. Je pense aux halles qui ne sont pas entretenues depuis 20 ans. Je pense au lac Kyr qui est en voie d'atrophie. Je pense à l'Ouche qui est polluée. Je pense à l'église Saint-Philibert qui a été étayée sans solution durable. Je pense aux 6000 branchements plombs qui sont restés dans le réseau d'eau potable. Je pense à la vétusté de ce réseau d'eau potable. Je pense aux ardoises qui nous sont laissées avec plus de 15 millions d'euros encore à rembourser sur les emprunts toxiques à raison d'1 million d'euros par an. Je pense à ces grands contrats verrouillés et opaques que nous allons devoir déverrouiller. Je pense à ce plan d'urbanisme qu'on a voulu nous imposer à la veille des élections municipales dans un déni démocratique. Alors je voudrais en venir à notre projet. Notre projet, il est tourné vers l'avenir en tenant compte des priorités issues du bilan. Tout d'abord, l'urbanisme. L'urbanisme, nous souhaitons réécrire complètement ce plan d'urbanisme et revoir le volume de construction nouvelle qui est prévu. Sachez que le maire sortant prévoit 10 000 logements supplémentaires à Dijon en 2020-2030, ce qui veut dire 1 000 constructions nouvelles par an, alors qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un rythme de seulement 700. Donc vous voyez bien qu'il s'agit en fait d'amplifier dans une proportion de pratiquement 50% le rythme de construction nouvelle et que la ville de Dijon, dans 10 ans, ne ressemblera plus en rien à ce que vous connaissez aujourd'hui et qu'elle sera définitivement défigurée si nous ne mettons pas un petit peu d'ordre dans ces constructions et si nous ne restreignons pas la densification urbaine, si nous ne préservons pas les espaces végétaux, si nous ne préservons pas des quartiers pavillonnaires et si nous ne respectons pas une harmonie architecturale et paysagère dans les différents quartiers. Nous souhaitons également nous occuper des rues et des trottoirs. Je vous l'ai dit, ils sont dans un état très dégradé et il faut les repenser en prenant en compte la mobilité pour tous. La mobilité pour tous, c'est celle des piétons qui doivent pouvoir marcher en sécurité sur les trottoirs, c'est celle des vélos qui doivent avoir des pistes cyclables réservées, au moins un réseau principal de pistes cyclables, et c'est celle des voitures qui doivent pouvoir circuler sans être prises dans des bouchons qui sont en fait contre-productifs du point de vue de l'environnement, de même qu'il est contre-productif de tourner en rond pendant un quart d'heure pour trouver une place de parking qui est volontairement rationnée. Donc cette mobilité pour tous, c'est simplement du pragmatisme. Nous voulons également doubler le nombre de policiers municipaux pour assurer la sécurité des Dijonnais de jour comme de nuit. Aujourd'hui, notre police municipale est dimensionnée pour une ville de 50 000 à 75 000 habitants. Elle n'est pas dimensionnée pour une ville de la taille de Dijon qui connaît une délinquance en proportion de son statut, malheureusement, avec une très forte augmentation au cours du dernier mandat, plus 40% des agressions physiques, plus 50% des affaires de drogue, plus 40% des tags, des vols de vélos et de nombreux autres faits de délinquance. Et donc nous avons absolument besoin d'une police municipale réorganisée, plus efficace, plus présente, y compris la nuit, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pour nous une priorité majeure et c'est la mesure phare de notre plan pour la sécurité. Nous voulons également baisser les impôts. Pourquoi ? Parce que la taxe foncière à Dijon
est de 25% plus élevé que la moyenne des grandes villes françaises. Donc nous voulons revenir progressivement vers cette moyenne. Nous baisserons de 5% le taux de la taxe foncière dès le mois d'avril, avant le 15 avril, dans le cadre du compte administratif que nous voterons en même temps. Et nous baisserons ensuite cette taxe foncière de 1% par an pour arriver à une baisse de 10% à la fin du mandat. Nous reverrons également le montant des tarifs publics, en particulier ceux du stationnement, puisque Dijon aujourd'hui est championne de France des PV de stationnement. On est passé de 25 000 à 80 000. Nous souhaitons instaurer une première heure de stationnement gratuite, car il ne faut pas confondre la régulation du stationnement et la taxation et le racket des automobilistes. La régulation du stationnement peut se faire sans ces prélèvements abusifs sur les automobilistes qui, dans certains cas, sont bien obligés d'utiliser une voiture. Nous voulons également développer notre économie. Développer notre économie en réorientant la commande publique vers les entreprises locales, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque une grande partie de cette commande publique va à des grands groupes nationaux ou internationaux plutôt qu'à nos entreprises locales. Nous souhaitons également que les entreprises puissent avoir accès à une offre foncière et immobilière moins chère et mieux équipée qu'aujourd'hui, ce qui rendra la ville de Dijon et la métropole plus attractives dans les implantations d'entreprises, également dans le développement des entreprises du territoire. Et nous souhaitons également régler le problème de circulation sur la Lino et l'accès aux zones économiques en réaménageant les ronds-points d'Ahuy, de Valmy et la jonction avec l'Arc. Ces travaux sont absolument nécessaires, à la fois pour notre attractivité économique, le dynamisme, la possibilité de se déplacer, de ne pas perdre du temps dans les déplacements, mais également pour l'environnement, parce que ce sont autant d'émissions de gaz à effet de serre. Et nous constatons d'ailleurs que les gaz à effet de serre liés au déplacement, de ce fait, continuent à augmenter à Dijon, ce qui n'est pas tout à fait normal. Alors nous voulons également une démocratie locale plus vivante, avec plus de transparence, plus d'écoute des Dijonnais, qui seront associés aux décisions dans le cadre de concertation. Concrètement, cela veut dire que le maire doit être présent dans les réunions des comités de quartier. Il doit être présent aussi pour des permanences dans tous les quartiers. Et je m'engage à tenir une permanence de 2 heures, sans rendez-vous, dans chacun des 9 ou 10 quartiers de Dijon, chaque mois, en plus des permanences qui seront réalisées par nos 9 adjoints de quartier. C'est très important parce qu'il faut que les Dijonnais puissent avoir un lien direct avec leurs élus. Ce lien, aujourd'hui, c'est distendu. Jamais le maire sortant n'a assisté à aucune commission de quartier. Jamais il n'a fait lui-même une permanence dans les quartiers. Nous allons changer cet état de fait. Nous voulons consulter les Dijonnais sur tous les projets d'urbanisme importants dans leur quartier, y compris pour les sites de projets. La cité de la gastronomie aurait dû faire l'objet d'une concertation. Le projet de l'Arsenal aurait dû faire l'objet d'une concertation. Le projet du Jardin des Maraîchers aurait dû faire l'objet d'une concertation. Tous ces projets sont décidés sans aucune concertation. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Nous souhaitons également consulter les Dijonnais sur l'aménagement de leurs rues et de leurs trottoirs et sur le plan de circulation. Tous ces sujets feront l'objet de contrats de rue et de contrats de quartier qui seront discutés avec les riverains et avec l'ensemble des personnes concernées par les déplacements. Donc c'est vraiment une nouvelle approche que nous souhaitons mettre en place, c'est-à-dire de ne plus décider de manière autoritaire, mais de décider avec une concertation préalable avec la population et avec les acteurs concernés sur tous les sujets. Alors, je voudrais maintenant en venir au financement du programme et à sa mise en œuvre dans le temps. Bien évidemment, tout ce que nous avons annoncé dans notre projet ne pourra pas être réalisé en 2 ans. Donc, il y a des sujets prioritaires, il y a des sujets qui seront traités à moyen terme et des sujets qui seront engagés pour le futur. Notre programme est financé. Notre programme est financé par des économies que nous allons réaliser sur des dépenses que nous considérons aujourd'hui comme moins utiles ou inutiles. Je pense en particulier à la subvention de l'opéra, qui est aujourd'hui d'un niveau de 7 millions d'euros et qui ne correspond pas à une programmation répondant aux attentes du public. Donc nous allons diviser cette subvention par 2 et revoir complètement la programmation de l'auditorium et du Grand Théâtre. Nous allons également réaliser des économies importantes en matière de frais de communication.
Les frais de communication, de festivités et de réception atteignent pour la seule ville de Dijon, sans parler de la métropole, 6 millions d'euros en 2018. Nous voulons diviser par 2 ce volume de manière effectivement à être plus économe et à ne pas confondre la propagande municipale et l'information du public. Je prends l'exemple du Dijon Mag, dont vous venez encore de recevoir un exemplaire il y a quelques jours à la veille des élections municipales. Nous souhaitons que ce Dijon Mag ne soit distribué qu'une fois tous les 2 mois et que son volume soit plus réduit, puisque nous considérons que l'information peut passer en beaucoup moins de pages. Voilà un exemple concret d'économie. En ce qui me concerne, je ne vois pas l'utilité de conserver une voiture avec chauffeur. Voilà des exemples concrets d'économie que nous souhaitons réaliser, de même que nous souhaitons réduire le nombre d'adjoints de 21 aujourd'hui à 15 demain, puisque vous savez que nous avons maintenant la métropole avec des vice-présidents et qu'il n'y a pas de raison de multiplier le nombre de fonctions et de responsabilités. Dans les financements, il y a un 3e poste important qui est le sujet de Grand Dijon Habitat. Grand Dijon Habitat est un organisme qui s'appelait autrefois l'OPAC, et malheureusement, il portait bien son nom. Cet organisme est mal géré. Il est mal géré financièrement, il est mal géré en termes de compétences, et il est géré de manière clientéliste. Et aujourd'hui, nous sommes obligés de verser une subvention financière d'équilibre de près de 4 millions d'euros par an. Nous souhaitons fusionner Grand Dijon Habitat avec un bailleur social ayant une solidité plus grande, à la fois financière, en termes de parc immobilier, en termes de compétences. Et de ce fait, nous éviterons de verser une subvention d'équilibre financier de 4 millions d'euros par an. Donc vous voyez déjà un programme de près de 10 millions d'euros d'économie. Je précise aussi que nous souhaitons rendre payant le musée des Beaux-Arts, étendu au Palais des Ducs et des États, que nous souhaitons ouvrir aux visiteurs, et ce qui peut rapporter environ 1 million d'euros par an. En ce qui concerne les investissements, et vous savez que la ville de Dijon et la métropole disposent aujourd'hui d'une capacité d'investissement assez importante, de plus de 30 millions d'euros au niveau de la ville et de plus de 60 millions d'euros au niveau de la métropole, eh bien nous réorienterons les choix et les priorités, de même que nous renégocierons le contrat ON-Dijon, qui représente une dépense de près de 10 millions d'euros par an, dont je l'ai dit, on ne voit pas bien l'utilité. Nous présenterons à l'automne, dans le cadre du débat d'orientation budgétaire, une programmation financière pluriannuelle qui permettra d'avoir une perspective sur l'ensemble du mandat, du calendrier de réalisation de nos projets et de leur financement. Alors maintenant, je voudrais en venir au dernier point de mon propos, qui est que pour réaliser ce programme, nous pouvons nous appuyer sur une formidable équipe, avec les colistiers qui m'entourent, équipe que nous allons vous présenter à nouveau en quelques images, mais également sur de nombreux soutiens que je remercie pour leur confiance et qui s'engagent à nos côtés. Je vous laisse les découvrir en images. Aujourd'hui, si je suis là, c'est pour soutenir Emmanuel Bichot. Pourquoi ? Je suis dijonnaise, je vis à Dijon. Et aujourd'hui, les Dijonnais, ils attendent autre chose, une autre équipe. Pourquoi ? Parce que dans nos quartiers, on veut des espaces verts, on veut une urbanisation harmonieuse. On veut aussi de la tranquillité pour nos enfants, pour nos aînés. On veut se déplacer avec les moyens qui nous sont nécessaires pour travailler, pour y vivre. Nous voulons une ville plus forte et plus attractive. Alors aujourd'hui, oui, j'attends un nouveau maire pour Dijon. Au mois de mars, le 15 et le 22, votons pour Emmanuel Bichot. Je m'engage avec Emmanuel Bichot parce que c'est la seule alternative possible et crédible face au système Rebsamen. Cela fait presque déjà 20 ans que Dijon est aux mains des socialistes et on voit le résultat. Si je regarde ce qu'on nous propose comme alternative, je vois des listes qui vont de la gauche au centre-gauche et des écologistes qui ont toujours tout cautionné et bien vécu du système Rebsamen. C'est un faux choix qui est proposé aux Dijonnais. La seule alternative possible, c'est celle que nous propose Emmanuel Bichot, parce qu'il est le seul à porter la vraie voix de l'opposition et le seul à pouvoir rassembler près de lui ceux qui veulent un vrai changement pour les Dijonnais.
Sa liste apporte un grand bol d'air à la vie démocratique dijonnaise qui en a bien besoin. Ces élections des 15 et 22 mars sont essentielles pour Dijon et son agglomération. Parce que 19 ans, ça suffit. Ça suffit. Dijon a véritablement besoin aujourd'hui d'un nouveau maire, d'une nouvelle équipe. On voit cette équipe aujourd'hui usée, essoufflée. Dijon a véritablement besoin d'un nouveau dynamisme, notamment en matière économique, où Dijon ne profite pas des formidables atouts de son agglomération. Dijon a besoin d'un nouvel urbanisme, parce qu'il faut aujourd'hui préserver beaucoup mieux la qualité de vie dans nos quartiers. Et puis Dijon a besoin que les Dijonnais et toutes ses forces soient véritablement associés à un vrai projet politique. C'est le projet que porte Emmanuel Bichot et toute son équipe. Je les connais bien, il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de compétences, beaucoup de solidité. Emmanuel, on peut lui faire confiance, c'est un homme de talent, sérieux, solide. En tout cas, il a tout mon soutien avec son équipe, parce que Dijon et son agglomération ont véritablement besoin de lui. Le 15 mars prochain, on doit être tous réunis parce qu'on a une volonté, c'est de protéger les Dijonnaises et les Dijonnais. Protéger ses quartiers, protéger sa rue, protéger son environnement, protéger ses enfants, ses parents. Et pour protéger, eh bien, il faut un programme, il est là. Et il y a une chose maintenant à faire, c'est gagner, avec tout mon soutien. Je connais l'engagement et le sens de l'intérêt général d'Emmanuel depuis de nombreuses années. Son sérieux, son intégrité sont autant d'atouts pour relever, avec une équipe renouvelée, les défis d'une métropole comme Dijon. Les priorités des villes d'aujourd'hui ne sont plus exactement celles d'hier. Il nous faut désormais aménager la ville en pensant davantage encore cadre de vie, solidarité avec la périphérie et le rural, réciprocité avec les territoires ruraux pour des partenariats gagnant-gagnant sur des sujets comme l'approvisionnement alimentaire en circuit court, l'eau, la mobilité. Le tout avec un impératif de sobriété énergétique et foncière pour enrayer une urbanisation galopante. Autant d'enjeux pour une ville propre, responsable, respectueuse de l'environnement. Une ville qui se développe, innove en harmonie avec le territoire. Je sais qu'Emmanuel, attentif à une démocratie de proximité, sera à l'écoute des Dijonnais pour construire cette métropole d'équilibre que Dijon a vocation à devenir. Bonjour. Le 15 mars prochain, Emmanuel Bichot sera notre candidat pour les élections municipales de Dijon. C'est une date importante, c'est une date fondatrice, c'est une date qui, j'espère, et nous le ferons tous, sera un changement. Emmanuel Bichot est le candidat de notre famille politique, celle de la droite. C'est un candidat engagé autour de nos valeurs. C'est un candidat qui a une double compétence, celle d'être conseiller municipal de Dijon et surtout au travail depuis 6 ans, au contact de tous les Dijonnais. Alors, le 15 mars, faites comme moi, votez Emmanuel Bichot. Une élection municipale est toujours un moment privilégié, un grand moment de proximité. Emmanuel Bichot et l'ensemble de la liste Agir pour Dijon l'ont parfaitement compris. Ils apportent des réponses tout à fait intéressantes pour les Dijonnaises et les Dijonnais. Je pense en particulier dans l'espace de vie qu'ils veulent offrir aux Dijonnais. L'urbanisation, le développement urbain. Faire en sorte que l'urbanisation ne rime plus avec bétonisation. Faire en sorte aussi que l'urbanisation ne rime plus avec densification. Et je crois qu'il y a des réponses tout à fait innovantes, tout à fait intéressantes qui sont portées par la liste Agir pour Dijon, qui contribuent à redonner de la cohésion et faire en sorte aussi que Dijon puisse rayonner bien au-delà de son périmètre, bien au-delà de la ville, bien au-delà même de la métropole, pour que Dijon, métropole, puisse être réconciliée avec le conseil départemental, avec la grande région Bourgogne-Franche-Comté, et puisse ainsi être une métropole attractive, y compris au niveau européen. Emmanuel Bichot a toute cette ambition, il le porte avec des valeurs humaines très fortes, ainsi que nombreux membres de sa liste que je connais bien, et je leur fais en cela toute confiance pour réussir demain et agir pour Dijon. Emmanuel Bichot et son équipe ont tout mon soutien pour le scrutin des élections municipales de Dijon.
Emmanuel Bichot, que je connais bien et qui a toute mon estime, saura dans un esprit d'écoute et de rassemblement porter un projet ambitieux pour Dijon et ses habitants. Pour ce scrutin, avec Emmanuel Bichot et son équipe qui allie expérience et jeunesse, je souhaite le meilleur pour Dijon. 19 ans, ça suffit. Dimanche, vous aurez le choix entre le mandat de trop ou le renouvellement. Je vous propose de changer d'équipe, de pratique et de politique. Je mettrai toute mon énergie dans ce projet à plein temps et durant toute la durée du mandat. Nous avons réalisé un large rassemblement, appuyé sur un parti politique local, Agir pour Dijon, sur la base d'un projet territorial dans lequel chacun peut se retrouver. Nous sommes la seule liste à pouvoir réaliser le changement que vous souhaitez. Vous êtes la majorité silencieuse. Tous ensemble, nous allons créer la surprise du premier tour. Mobilisez-vous, mobilisez votre entourage. Je compte sur vous. Dimanche, votez Agir pour Dijon avec Emmanuel Bichot.